Bonjour à tous, re-bienvenue à l'émission Je m'oriente en live propulsée par Jeunes Explos stage d'un jour. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet ici à l'organisme Jeunes Explos. Il me fait grand plaisir aujourd'hui d'animer l'entrevue qui va se tenir pour les 30 prochaines minutes. Donc, vous savez, au départ, les jeunes, vous êtes censés aller en exploration concrète sur le marché du travail afin d'explorer une profession que vous avez choisie pour valider votre choix de carrière. En fonction de la situation actuelle entourant le COVID, malheureusement, on a dû se montrer créatif à Jeunes Explos et c'est la raison pour laquelle on a mis en branle le projet Je m'oriente en live. Donc, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Monsieur Jean-Luc Simard, qui est chercheur de recherche en infectiologie au CHU de Québec. Donc, bonjour, Monsieur Simard. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très, très bien. Ça roule beaucoup de ce temps-ci, mais Ça ça va roule bien. beaucoup, une grosse Oui, oui, période. oui. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ton temps, ta participation aujourd'hui. Alors, la façon que ça va fonctionner pour les jeunes, si jamais vous avez des questions spécifiques à poser aux professionnels, à Jean-Luc, c'est possible de le faire dans l'onglet du chat qui se situe juste en bas de l'image que vous voyez à l'écran. Et puis, tout au long de la présentation, on va essayer au mieux de répondre au plus de questions possibles. Et puis, si jamais il y a certaines questions qui n'ont pas été répondues, Jean-Luc pourra se montrer disponible afin de répondre après la discussion. C'est bien ça. Alors, Jean-Luc, on sait que tu es professionnel de recherche. Peux-tu nous définir un peu plus spécifiquement quel est ton rôle? Mon rôle, bon, je vais commencer par le début, si on peut dire, ça fait déjà 29 ans que je travaille comme professionnel de recherche. Donc, j'ai plusieurs rôles, j'ai plusieurs chapeaux, ok. En plus de faire un peu de travail de laboratoire, je fais beaucoup de gestion, ok. Mais le travail de professionnel de recherche en général, ok, parce que bon, un jeune qui voudrait, aller dans cette carrière-là, cette profession-là. Donc, le jeune va avoir à faire beaucoup de travail en laboratoire, ok. Donc, un jeune qui est curieux, qui a une soif d'apprendre, d'en savoir, de voir comment la vie fonctionne. Bon, ben c'est une carrière qui peut être intéressante, ok. Donc, un professionnel de recherche, on peut dire que ce sont les piliers des équipes de recherche parce que, comme moi, ça fait 29 ans que je suis là. Normalement, ces gens-là vont demeurer avec les chercheurs, ceux qui ont le laboratoire, ok, pour plusieurs années. Donc, c'est eux qui ont la connaissance, si on peut dire, dans le laboratoire. Ils vont souvent orienter également ceux qui font des études qu'on dit au cycle supérieur, donc la maîtrise et même au doctorat, ok. Donc, et des fois, on reçoit des stagiaires également dans le laboratoire, ok. Donc, les années passées, on recevait des jeunes justement dans le programme de Jeunes Explos. Donc, moi, une de mes tâches, c'est justement de recevoir des stagiaires. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de Et choses. sur quel type de projet, par exemple, vous pouvez travailler? Bon, moi, je travaille en maladies infectieuses. Donc, je travaille dans le laboratoire d'infectiologie, un centre de recherche en infectiologie. On est situé au CHU de Québec, le pavillon Schulz sur le boulevard Laurier. Ok. Donc, pour les jeunes qui pensent que la recherche se fait juste seulement aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, vous pouvez faire de la recherche ici même à Québec sur le boulevard Laurier. Donc, moi, c'est quoi la question déjà? Excuse. Il n'y a pas de problème. C'était sur quel genre de projet vous travaillez? Sur quel genre de projet? Bon, Oui. c'est ça. En maladies infectieuses, bon, on travaille justement sur les microbes. Hein. Qu'est-ce qui cause les infections? On a un bel exemple de ce ainsi avec le virus qui cause la COVID-19. Donc, on travaille sur les virus, sur les bactéries. L'équipe dans laquelle je travaille, plus particulièrement, on met au point des méthodes pour identifier ces microbes-là. Donc, par les temps qui courent, on entend beaucoup parler de dépistage de la COVID. C'est quoi le dépistage de la COVID? C'est de voir quelles personnes sont porteuses, ok, du virus. À ce moment-là, il y a des dispositions à prendre, ok. Donc, faut soit qu'ils soient hospitalisés ou placés en isolement particulier.
faut qu'ils soient peut-être traités, etc. Donc, l'identification de ces microbes-là nous permet justement de faire ce qu'on appelle le diagnostic. OK? Donc, identifier les personnes qui sont porteuses, etc. Okay, ça c'est le principal projet sur lequel je travaille. Donc, il y a différents pathogènes, si on peut dire, différents microbes qu'on va identifier. On a identifié par le passé le C difficile. On identifie des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Donc, en fin de compte, ce sont les pathogènes qui vont causer le plus de tort à la société. OK? Donc, si on parle de bactéries multirésistantes, bon, ben, c'est des bactéries qui vont résister aux antibiotiques qu'on utilise pour les traiter. Donc, si elles résistent aux antibiotiques, ça fonctionne pas. Donc, on a des échecs de traitement à ce moment-là. Donc, il faut être certain quel antibiotique on va utiliser pour avoir un succès thérapeutique. Donc, l'antibiothérapie fonctionne. Donc, ça, on fait ça avec des méthodes qui sont basées sur le matériel génétique. Ok, je pense que tous les jeunes connaissent c'est quoi de l'ADN. Ok, donc les microbes, que ce soit le SARS-CoV ou des bactéries, possèdent du matériel génétique. Donc, nous, on va aller voir quelle séquence d'ADN de matériel génétique nous permet d'identifier, ok, de façon très, très précise, spécifique, ces microbes-là. Ensuite de ça, on développe des tests qui sont commercialisés déjà à travers le monde pour faire différentes identifications. Je parle pas du COVID, là, présentement. On n'a pas on n'a pas fait de tests pour le COVID présentement. On travaille à en faire, mais on n'a rien encore de commercialisé. Très bien, merci. Et puis là, j'entends qu'il y a beaucoup de recherches, la persévérance, beaucoup de processus aussi à respecter. En termes de formation, là, afin d'en arriver justement à travailler dans un laboratoire, quels sont les parcours possibles pour être professionnel de recherche? Bon, premièrement, les jeunes qui sont à l'écoute sont là possiblement qui sont au secondaire. Ok, donc la porte d'entrée pour toutes ces études-là, c'est le cégep en sciences de la nature. C'est sûr que il y a des techniques qui vont permettre de travailler en laboratoire, peut-être plus en tant que technicien d'un laboratoire médical ou des choses comme ça. Mm-hmm. On pense aux techniques de biotechnologie, de techniques d'analyse biomédicale ou techniques de laboratoire, techniques de micro. Ok. Donc, ça prend des techniciens, effectivement, également dans les hôpitaux. Mais si vous voulez faire plus de la recherche, à ce moment-là, c'est via le DEC en sciences de la nature qui ouvre ensuite de ça les portes à l'université, ok, pour le baccalauréat. Il y a des baccalauréats en microbiologie, biochimie, sciences biomédicales, chimie, biologie, peu importe. Ok. Donc, tous ces bacs-là vont permettre d'avoir les notions de base sur le vivant. Ok. Là, on parle tout le temps encore. Bon, moi, je travaille en santé, donc on fait référence encore aux microbes, etc. Donc, ensuite de ça, après le bac, la personne peut arrêter là, puis peut-être se trouver un emploi. Hein? Okay, ça se fait. Tout le long du processus, la personne peut arrêter puis se trouver un emploi. Par contre, si vous voulez avoir une base qui est encore, je dirais, meilleure, ok, ça serait de faire minimum une maîtrise après. Dans la maîtrise, les jeunes, les personnes vont maîtriser les techniques de laboratoire, ok. Donc, vous allez aller dans le laboratoire de recherche, ok. Vous allez travailler pour un chercheur, soit avec une bourse ou un salaire, ok. Ensuite de ça, là, vous allez travailler sur des projets de recherche. Vous allez avoir certains cours, ok. Donc, pour vous mettre à niveau, en apprendre un peu plus sur tout le monde médical, etc. Mais vous allez avoir des projets de recherche. Donc, vous allez travailler sur un sujet en particulier, à faire des expériences, à analyser. Vous allez découvrir à travers ça la méthode scientifique. Okay? On pose une hypothèse, on fait des expériences, on analyse nos résultats, on vérifie si on a atteint nos objectifs. Notre hypothèse, c'est de vérifier ou non. Ensuite de ça, peut-être qu'il faut recommencer. Souvent, on recommence. La majorité du temps, on recommence. La science, ça fonctionne pas tout le temps. Donc, faut être quand même très persévérant. Ok, ça, c'est une qualité qui est très, très importante. Une personne qui est pas persévérante en recherche risque de, ben, de pas aimer ça. Ok, tout simplement. Donc, c'est tout ça à la maîtrise.
Et ensuite de ça, vous pouvez continuer au doctorat. OK? Si encore là, bon, après la maîtrise, on peut arrêter puis aller sur le marché du travail. Si on veut, on peut continuer au doctorat. Au doctorat, à ce moment-là, c'est là que la personne va développer plus, OK, son sens de la recherche elle va avoir plus le sens de l'autonomie. OK? À la maîtrise, c'est très bien encadré, il y a de l'autonomie, mais quand même pas trop. Mais au doctorat, il y a beaucoup d'autonomie. OK? Donc, c'est de développer l'esprit de chercheur, l'esprit critique, d'imaginer soi-même ses expériences de laboratoire, bon, tout ça. Souvent, on travaille, les personnes vont travailler sur 2 ou 3 ou 4 projets différents même de ça. Okay? Mais concrètement, disons, dans une équipe de recherche, quelle est la différence au point de vue des tâches concrètes de quelqu'un qui a fait uniquement, par exemple, un baccalauréat en biochimie, en microbiologie, versus quelqu'un qui est rendu au doctorat? Est-ce que c'est un chargé de projet, par exemple, doctorant qui prend en charge la recherche, ou plus concrètement, là, ça ressemble à quoi les différences au niveau des tâches? OK. C'est sûr que plus que tu as une formation qui est élevée, bon, ben, c'est un doctorat versus quelqu'un qui a seulement le baccalauréat, ben la personne qui est au doctorat va avoir plus de charges, souvent de supervision. OK? Donc, il va avoir plus de charges également pour monter, diriger des projets, comme tu disais, chargé de projet. Donc, un chargé de projet peut avoir un doctorat ou un postdoctorat. OK? Donc, à ce moment-là, peut-être va faire moins d'expérience, mais ça va être peut-être un petit peu plus du côté gestion, OK? De faire toute la revue de la littérature scientifique pour voir, bon, est-ce qu'on est à niveau avec les expériences, les façons de travailler, etc. Donc, créer des collaborations avec les autres chercheurs. Tandis que si la personne seulement, c'est quand même quelque chose d'avoir un baccalauréat, là, ou une maîtrise, mais à ce moment-là, ceux qui ont le bac ou la maîtrise vont peut-être faire plus les expériences. Okay? Donc, c'est ça. Et puis, est-ce que vous avez avec vous du matériel concret là à montrer aux jeunes? Quel genre d'outils vous utilisez? Peut-être, je vois que vous êtes dans un laboratoire. Oui, justement, j'ai préparé des petites choses. Je sais pas si on peut le voir. Mais premièrement, je voudrais parler de l'habillement. Quand on est dans un laboratoire, bon ben, je pense que là vous voyez que je porte un sarrau de laboratoire. Ok. Une chose qu'on va porter tout le temps, à peu près, quand on travaille en laboratoire, c'est les fameux gants de laboratoire. Je m'excuse pour la couleur, hein, sont pas tellement beaux. Ok. Fait que là, je vais me déguiser un petit peu comme si j'avais à travailler avec du matériel infectieux. Ok. J'irai pas dans on a des chambres spéciales à ce moment-là pour ça, ok, avec des endroits. Donc, la première chose qu'on va mettre en plus, c'est les gants. Les gants vont aider à nous protéger, nous, et protéger aussi pour pas contaminer nos échantillons, etc. Okay? Je peux ensuite porter, vous allez trouver ça peut-être drôle, là, mais porter une espèce de petit bonnet comme ça, ok? Le petit bonnet, lui, va empêcher, bon, que les cheveux tombent à l'intérieur, ok, de nos échantillons, ok? Donc, on peut mettre également, à la limite, les lunettes de sécurité, ok? Moi, j'ai déjà des lunettes, ok? Et puis, une chose qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci, ok, le fameux masque, ok? Donc, je le porterai pas, là, mais ok, ça pourrait être un habillement, ok, pour travailler avec des pathogènes ou des particules infectieuses, ok. Mais normalement, en laboratoire, je vais enlever ça aussi. Okay. Donc, j'ai ici un instrument que tout le monde utilise en laboratoire, ok. Donc, quand on va travailler avec l'ADN, le matériel génétique, on va travailler avec les cellules, peu importe, on a cet instrument-là, ok. Ça s'appelle un micropipetteur. Je pense que les jeunes à l'école sont plutôt habitués de travailler avec les petites pipettes de transfert en plastique. J'en ai pas ici, là, ok. Par contre, c'est pas précis, hein. OK. En sciences, on va travailler avec des très, très, très petites quantités. OK. C'est dans la minutie puis la précision, là. Tout est calculé. C'est ça. Puis quand on travaille avec des bactéries, ben on veut pas avoir des litres et des litres de bactéries. Donc on travaille avec des quantités qui sont sommairement assez petites
Donc, donc on va avoir besoin de petits tubes comme ça, OK? C'est pas comme quand on fait une recette de cuisine à la maison, c'est des millilitres, etc. En science, on travaille avec des microlitres. Donc, on a l'instrument ici, un micropipetteur, qui va nous servir à prélever des liquides. Quand on travaille dans l'ordre du microlitre, bon, ben, l'erreur, OK, faut pas qu'on ait d'erreur. Quand on fait des expériences de laboratoire, si on dit que je prélève 10 microlitres, mais j'en prélève pas 9 ou 11, OK? Donc, il faut que mon instrument soit précis. Donc, ici, j'ai, je sais pas si vous voyez, 20, OK? C'est écrit 20 sur le dessus. Donc, c'est un instrument qui peut prélever 20 microlitres jusqu'à 2 microlitres. Pas beaucoup de microlitres, hein? C'est très, très petit, OK? Donc, comment ça fonctionne? C'est un système d'aspiration. OK, il y a un piston ici. Et puis, je peux, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, il y a une roulette ici. Vous allez voir tourner les chiffres ici, là. OK? Donc, je peux ajuster la quantité de liquide que je vais prélever. Puis, vous voyez, c'est marqué 18,5. Ça, c'est en microlitres, là. OK? Donc, c'est très, très, très précis. Puis, bon, là, je vais le mettre à 20 microlitres. Donc, l'instrument va servir à aspirer les liquides et à redonner le liquide. Okay? Donc, Disons, un projet de recherche, ça peut prendre combien de temps, par exemple, là, jusqu'à au test de laboratoire, jusqu'à, par exemple, un produit final, là, si je prends la COVID, ouais, ça peut aller jusqu'à combien de temps là, pour... Ben, de façon très, très rapide, un test pour identifier le COVID, bon, peut-être en 6 mois, on est capable de faire ça. Okay? Il y a des projets de recherche. Les gens qui travaillent au doctorat vont travailler, ça dépend tout le temps si tu travailles en recherche fondamentale ou appliquée. Donc, appliquée, ça serait justement de développer un test pour le COVID. Recherche fondamentale, ça serait comprendre tous les processus, comment le virus fonctionne et tout ça. Ça peut être très long. Il y a des projets de recherche qui durent 3, 4, 5, 6 ans. Okay? Alors, ça varie. Oui, ça varie. Est-ce qu'on continue un petit peu avec ça? Oui, ben je vois aussi qu'on a des questions des jeunes. Fait que je trouve ça vraiment intéressant l'outil. Okay, on pourra y revenir. On pourrait y revenir sans problème. Notamment, il y avait ici José qui se demandait qu'est-ce que vous aimez le plus, vous, dans votre domaine en recherche? Qu'est-ce qui vous anime le plus? Moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est de découvrir le vivant. Comment ça fonctionne. OK? J'ai eu la piqûre quand j'ai fait un cours, mon Dieu, je t'inscris, j'ai eu un parcours pas linéaire du tout, assez sinueux, si on peut dire. Donc, quand j'étais à l'âge des jeunes du secondaire, comme ça, je travaillais dans une épicerie, puis moi, ma carrière, plus tard, ça allait être gérant de fruits et légumes. OK? Donc, et puis à un moment donné, j'ai perdu mon emploi, j'ai fait 56 métiers pendant quelques années. Après ça, je me suis dit qu'il fallait que je retourne aux études. Donc, j'ai fait un retour aux études à 23 ans. OK? Et puis, j'avais commencé un cours en diététique. Dans ce temps-là, j'étais à Chicoutimi, au cégep à Chicoutimi. Et puis, j'ai découvert, lors d'un cours de biochimie des aliments, justement, voir comment les aliments sont transformés par le corps humain, tout ça. Là, j'ai découvert, justement, comment le corps humain pouvait fonctionner. OK? Donc, un sentier métabolique pour les graisses, les sucres, les protéines, toutes ces choses-là. Là, ça, c'était vraiment la piqûre pour moi. OK? Quand je disais tantôt, faut être curieux, faut aimer savoir comment les choses fonctionnent. OK? Bon, ben moi, je suis très curieux. Puis là, c'était vraiment la piqûre pour ça. Okay? Donc, ça, c'est très, très, très important, OK, pour les jeunes. Ensuite de ça, bon, la question... Y a-t-il peut-être une étape dans le processus de recherche vraiment qui vous anime plus qu'une autre étape, par exemple? Bon, à travers toute cette passion-là de comprendre et tout ça, bon, mais je travaille en maladies infectieuses, donc on développe des méthodes pour justement améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. On voit présentement comment un simple petit virus peut altérer la vie de millions de personnes. Et puis toute la planète est chamboulée présentement. Okay? Donc, pour plusieurs infections, c'est moins grave,
mais il y a quand même des gens qui sont affectés par ça. Puis dire qu'on a mis au point des tests pour pouvoir améliorer le traitement ou un vaccin ou peu importe, ok. Donc c'est très stimulant, ok. Donc De savoir améliorer qu'on fait la différence. on Et peut faire la qu'on... différence, c'est ça, Oui, ok, tout à dans la fait. qualité de vie des gens autour de nous. Excellent. Super. On va y aller avec une autre question ici. Dans les commentaires, disons une journée type. J'imagine qu'il y en a pas tellement, mais on se demande à quoi ressemble une journée type, là. On rentre le matin, quelles sont les tâches? Bon, disons quelqu'un qui est à la maîtrise, là, ok, ou professionnel de recherche qui a pas une gestion de projet. Ok. Bon, le matin, tu peux avoir une réunion avec ton patron. Il va te dire, bon, ben là, regarde, je viens de lire un article de laboratoire et puis on pourrait essayer telle technique pour essayer de trouver quelque chose, de prouver quelque chose. Donc, à ce moment-là, avec lui, tu vas pouvoir monter l'expérience. Ensuite de ça, tu vas faire ton expérience. Et ensuite de ça, comme je disais tantôt, c'est un petit peu la démarche scientifique. Une fois que tu as fait ton expérience, là, tu vas analyser tes résultats. Tu vas voir, qu'est-ce qu'on pensait au tout début. Est-ce que c'est vraiment ça que ça va donner? Est-ce que c'est ça que ça donne? Si ça donne, tant mieux. Sinon, on va recommencer. On peut recommencer tout simplement là, en ayant peut-être un petit peu plus de rigueur ou en essayant de changer quelques petites variables. Et puis, c'est ça. La recherche, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc, ça pourrait être une journée type pour une personne qui travaille, qui fait des expériences. Pour la gestion, c'est ceux si un jour, vous êtes gestionnaire de projet ou des choses comme ça, là, c'est à l'inverse. Vous rencontrez les étudiants, vous rencontrez le personnel, vous jasez des expériences avec eux autres, vous planifiez ça. Ça peut être des appels avec des collaborateurs pour différents projets, lire des articles scientifiques, rédiger des articles scientifiques également et rédiger des fameuses demandes de subvention pour avoir de l'argent en sciences également. Oui, c'est sûr, parce qu'on sait que les projets comme ça là, de laboratoire, ça prend beaucoup de sous pour mener à bien. C'est ça. Ça prend beaucoup de sous. Puis la plupart du temps, c'est des organismes publics qui vont donner des subventions. Donc, on doit écrire des demandes de subventions. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de privés qui donnent de l'argent. Il y en a, OK? Il y a des partenariats avec le privé et le public. OK? Donc, on peut aller chercher de l'argent aussi comme ça. Mais puis autrement, je voulais savoir aussi, en ce sens-là, des subventions et tout, dans le même sens, quels sont les débouchés d'emploi comme chercheur? Est-ce que, comme vous, là, vous travaillez dans un centre de recherche au CHU, quels sont les autres employeurs potentiels en recherche? C'est sûr que là, moi, je travaille dans un organisme qui est plutôt public, OK? Donc, il y a le privé également. Je vais quand même aller chercher les notes, OK, que j'avais prises là, OK? Donc, on peut travailler justement dans le privé. Il y a des compagnies pharmaceutiques. Il y en a quand même à Québec, là, des compagnies pharmaceutiques, OK, qui produisent des vaccins. Il y a des centres de recherche universitaires, des hôpitaux, etc. On peut travailler pour le gouvernement. Le gouvernement, en environnement ou des choses comme ça. Il y a des agences qu'on appelle les agences de santé publique. OK? Donc, eux font de la surveillance justement au niveau de la santé communautaire, etc. Peut travailler dans l'agroalimentaire à ce moment-là, c'est plus au niveau de l'alimentation. OK, si on pense juste à tous les yogourts, les suppléments alimentaires, des choses comme ça. OK, peut travailler même dans le judiciaire. OK, donc il y a énormément de tests qui sont faits à partir de l'ADN pour le judiciaire. Donc avant ça, c'était les empreintes digitales. Maintenant, c'est rendu plus avec des méthodes moléculaires d'ADN. Peut même travailler pour l'armée, à la limite. Et en enseignement aussi. Écoute, c'est possible de travailler en enseignement, soit donner des cours au cégep, à l'université, etc. C'est intéressant d'entendre parler de ça parce que tantôt, on discutait là des différents parcours de formation pour être professionnel de recherche. On disait qu'il y a plusieurs possibilités selon les intérêts. Ça peut être la biochimie,
la microbiologie. Il y a toutes sortes d'options. Puis c'est intéressant aussi de comprendre qu'il y a aussi toutes sortes de débouchés en emploi et que c'est pas Oui, juste un domaine spécifique. Dans le fond, la recherche, ça entoure tout ce qu'on côtoie au quotidien. Alors, il y en oui, a partout dans tous les domaines des oui. chercheurs. Puis il y a un domaine aussi qui est très, très, très utile, puis je dirais primordial pour la recherche, c'est au niveau de l'informatique et on appelle ça la bioinformatique. Tantôt, j'ai parlé de l'ADN, j'ai parlé des séquences. Il y a énormément de données, ok, de séquences de matériel génétique, ok, qui sont sur des bases de données. Ça prend des personnes qui sont capables de lire ça. Ça prend des personnes qui sont capables de faire des logiciels pour faire de l'analyse, etc. Mhm. Juste un exemple comme ça, euh, présentement, on est capable de séquencer des génomes de bactéries dans le laboratoire ici. On a des séquenceurs en très peu de temps à l'intérieur d'une journée ou deux. Mais l'information qui sort des séquenceurs, je vais parler en termes informatiques, c'est des terabytes, ok, de données, ok, qui sortent. Donc, l'humain en tant que tel peut pas analyser ça. Donc, ça prend des programmes très, très sophistiqués pour faire toute l'analyse de ces données-là. Donc, quelqu'un qui aime la biologie, mais que veut pas trop manipuler en laboratoire, mais il est un crack d'informatique, bon, ben go, Mhm. travailler en bioinformatique. Puis, bon, il y a l'intelligence artificielle qui arrive présentement, qui vient se greffer à tout ça avec l'informatique, toutes les méga données qui sortent justement de nos analyses. Donc, Il y ça, en a c'est pour tous les goûts. exactement. Génial. Et puis, si vous vous adressez directement aux jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez là pour les inciter à poursuivre leurs études puis travailler en recherche finalement? Euh, c'est sûr que bon, un jeune qui est à l'école, je dirais bon, c'est peut-être pas toujours le fun l'école, ok. Mais faites-vous-en pas. Si vous avez une passion, ok, développez-la. Et plus vous allez avancer dans votre formation, plus que ça va être pointu et que les choix d'orientation, de programme, etc., de formation que vous allez faire, ça va être toujours de plus en plus axé sur cette passion-là. Donc, si vous aimez les sciences, ok, lâchez pas. Ça peut être, bon, moi je travaille sur les maladies infectieuses, mais ça peut être sur les cancers, ça peut être en neurobiologie, ça peut être en n'importe quoi, ok. Donc, persévérer, persévérer, persévérer. C'est le mot d'ordre, ok. Parce qu'un jour, ok, c'est vous qui allez être gagnant parce que vous allez avoir un emploi que vous allez aimer. Ça, c'est le principal. Imaginez-vous tous les jours de votre vie, vous levez, puis si vous n'aimez pas votre emploi, je pense que ça serait dole. Par contre, si vous aimez ce que vous faites, bon ben, allez-y. Puis ça va vous donner aussi pas juste l'impression, mais euh, la gratification, si on peut dire, la satisfaction de participer à justement à ce que le monde se sente mieux, puis soit meilleur. Certainement. Puis il y a une question ici là qui revient, puis je la trouve intéressante. C'est de la part de Julia. Elle se demande en fait en travaillant dans des laboratoires de recherche comme ça, puis en manipulant euh, des, euh, Des des microbes. organismes ou c'est ça. Je suis pas trop à l'aise avec le vocabulaire scientifique, mais bon, est-ce qu'il y a des risques de contagion? Est-ce que c'est quand même un métier qui est à risque de travailler en laboratoire et de faire ce type de manipulation-là? Bon, c'est une bonne question, puis je le remercie d'avoir apporté ce point-là. Quand on travaille en laboratoire, tous les gens qui vont rentrer dans le laboratoire, ok, vont devoir suivre des formations, ok, qui sont données par ici dans le laboratoire ici, c'est donné par le CHU de Québec. Bon, il y a des équipes au niveau de la prévention et de la sécurité qui vont dispenser des formations. Donc, vous allez avoir des cours, des formations de biosécurité en laboratoire, des formations sur le déversement, etc., etc. Donc, qui vont vous dire comment faire. Puis, nous, on est assujettis à des normes qui sont strictes, ok? Notre laboratoire, bon, ben, on est accrédité pour tel niveau de biosécurité. Donc,
tous les gens qui vont travailler vont avoir ces formations-là, puis ils vont devoir suivre, OK, les règlements. Tantôt, je sais pas si la personne m'a vu comment j'étais habillé, puis tout ça. C'est sûr que je travaillerai pas avec le COVID-19 ici, OK, sur ce paillasse-là, OK. Donc, on a des laboratoires qui sont spécialement équipés, OK, avec des enceintes de biosécurité ou d'autres équipements. Il y en a que c'est comme un espèce de mini scaphandre là, pour travailler. On a un laboratoire justement qu'on a inauguré au mois de janvier pour travailler avec des pathogènes de niveau 4, OK? Donc, pas 4, mais 3, excuse, parce que 4, il y en a seulement un au Winnipeg, OK? Donc, des pathogènes de niveau 3, OK? Donc, la sécurité, c'est primordial, puis c'est l'élément numéro 1 quand on est en laboratoire, OK? Il n'y a rien qui va dire qu'on va mettre la vie des personnes qui travaillent en danger. Mm-hmm. Ça, c'est très, très, très rigoureux, puis il y a aucune peur à y avoir là-dessus. Mm-hmm. Et c'est quand même la responsabilité de tous de respecter ces consignes-là de sécurité pour que la santé soit maintenue là, dans le laboratoire et tout, pour éviter les problématiques etc. Il y avait aussi Marc-Antoine, en terminant, qui demande comment les avancées technologiques affectent ou modifient vos méthodes de travail en laboratoire. J'imagine que ça a beaucoup changé depuis votre début en fonction. Oui, tantôt j'ai parlé du séquençage, justement. Je me souviens quand j'ai fait ma maîtrise en 1989 jusqu'à 1991, OK, ça me prenait tout près d'une semaine pour faire, c'était des méthodes plus manuelles, OK, pour séquencer un petit bout d'un gène, là, de rien du tout. Et puis, l'analyse prenait peut-être une demi-journée. Maintenant, c'est avec les technologies, OK, depuis 30 ans, ça a tellement évolué, c'est que ça modifie grandement les méthodes de travail, ça accélère, OK? Mais plus ça va aussi, plus les problèmes se complexifient, plus on en trouve. Donc, les technologies vont nous aider beaucoup, ça va accélérer. Aujourd'hui, on est capable de séquencer, comme je dis, un génome complet de bactéries en une journée ou deux. Et puis, on est capable d'en séquencer 1000 toutes mêlées, puis les logiciels informatiques vont tout démêler ça, puis ils vont nous ressortir. Donc, on est capable la vitesse a considérablement augmenté. Donc, mais c'est au niveau de l'analyse, parce que là, on va chercher plus de données en moins de temps. Mm-hmm. Mais là, c'est au niveau de l'analyse que c'est beaucoup plus long et fastidieux. L'humain est plus capable d'analyser ça. Donc, on a encore là toutes les méthodes de bioinformatique. Est-ce que c'est nécessaire d'être vraiment un pro en informatique pour travailler en laboratoire? Non, ça va dépendre encore là justement des habiletés de chacun. Puis dans les projets, dans les équipes de recherche, tout dépendant sur quoi on travaille. Comme nous, dans notre équipe, on a des spécialistes en bioinformatique qui vont faire l'analyse de toutes les bases de données pour aller chercher les séquences, pour pouvoir cibler des séquences spécifiques pour faire l'identification. Ensuite de ça, une fois qu'on a ça, là, on bâtit nos outils en laboratoire, nos expériences. Là, c'est d'autres personnes à ce moment-là qui vont faire les expériences. Okay? Et vous êtes combien, disons, dans une équipe de recherche? Ça peut varier de 3, 5 jusqu'à 10, 12, 15 personnes. Ça dépend. Hein. Puis avec, c'est sûr que ça dépend tout le temps de... si tu fais de la recherche fondamentale, OK, c'est beaucoup plus long. À ce moment-là, puis les équipes à ce moment-là vont préférer souvent à engager des gens qui sont au doctorat, ok, pour pouvoir faire des projets de plus d'envergure. Nous, dans notre équipe pour le diagnostic, on est plus des professionnels de recherche, ok, avec différentes qualités, différentes expertises, ok. Tout ça se complète pour faire justement les différentes tâches là, qui sont nécessaires pour les projets. Alors, j'imagine que la communication entre collègues dans un laboratoire, c'est super important. Et le fait aussi que les formations et les spécialités des différents chercheurs, ça aussi, c'est gagnant et c'est riche de connaissances dans une équipe de travail. Oui, à l'intérieur d'une équipe, puis même à l'intérieur des différents laboratoires,
La recherche, bon, ça a peut-être été déjà en vase clos, veut dire chaque chercheur faisait sa petite recherche, mais aujourd'hui c'est très très collaboratif, c'est multidisciplinaire. Donc si moi je travaille sur le VIH ici, bon ben je suis en collaboration avec des personnes qui travaillent sur le VIH partout à travers le monde. Okay? Donc on essaie de mettre en commun toutes nos connaissances pour en arriver le plus rapidement possible avec des solutions. Okay? Donc, la communication, puis comme on dit, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes qu'une. OK, des fois, on analyse nos résultats, il y a quelque chose qu'on voit pas, puis l'autre personne à côté, bon, ben, elle l'a vu. OK. Donc, c'est excessivement important de communiquer puis de faire des collaborations. Ça. Super. Ben, en terminant, Monsieur Simard, merci énormément en mon nom puis celui de l'équipe de Jeunes Expos là, pour votre temps puis votre participation aujourd'hui. Je suis certaine que ça a pu répondre à plusieurs questions de la part des jeunes, malgré la situation actuelle là, du confinement. Je trouve que ça a quand même été très riche en informations et puis que ça aura aidé les jeunes dans leur choix de profession et future carrière. Oui, ça m'a fait plaisir, puis je tiens à féliciter justement toute votre équipe pour la mise en place de cette initiative-là. Je pense que les jeunes, qui sont à la maison, vont avoir apprécié de pouvoir quand même voir ça. Puis les jeunes qui comptaient beaucoup, justement, aller dans les laboratoires, mais ça ne sera pas perdu. Puis si jamais vous avez d'autres questions complémentaires, mon adresse courriel professionnelle est disponible, donc les jeunes pourront envoyer des questions. Oui, certainement, on va s'occuper de diffuser votre adresse courriel là, aux jeunes si jamais ils ont d'autres questions. Et puis, je vais m'adresser directement aux spectateurs, aux jeunes à la maison en confinement. Je tiens à vous remercier d'avoir été connectés avec nous pour cette dernière entrevue de la journée. Sachez toutefois que le Je m'oriente en live sera de retour à compter de lundi prochain, le 27 avril. On aura d'autres mentors, d'autres professions à explorer. Celles-ci seront dévoilées demain. Donc, restez connectés pour en savoir plus. Et puis, un grand merci encore une fois. Bonne fin de journée. Au revoir.